J'ai rencontré Claude François plusieurs fois avant de travailler avec lui, parce que je le croisais sur des plateaux de télé. Je travaillais avec d'autres chanteurs comme Eddie Mitchell ou Richard Anthony, des gens comme ça. Et à chaque fois, on se disait, il faudrait qu'on travaille ensemble comme ça. Et en même temps, tout ce qui était nouveau, il avait un problème. Il aimait pas trop. Il faisait confiance à personne, quoi. Et un jour, comme il faisait beaucoup de chansons à l'époque avec Vline Bugui, qui était sa parolière, Vline me dit, bah écoute, moi j'ai une idée qu'elle avait trouvée avec Yves Desca, et ça serait bien qu'on la fasse pour Claude. Bon, moi, au contraire, j'étais très content. Alors on a commencé à faire la chanson. Puis Bugui m'a emmené dans le bureau de Claude, qu'il avait à ce moment-là dans les anciens bureaux de Salut les copains. Il a enregistré sans que je sois là. Et j'ai entendu la chanson, ça s'appelait Avec la tête, avec le cœur. Et j'ai entendu la chanson tout seul dans mon coin. Et j'ai trouvé ça très bien parce que moi j'avais fait quelque chose de lent, presque un slow, et lui il en avait fait quelque chose de très rythmique, très puissant. Et j'avais trouvé que c'était une très bonne idée, et donc j'ai essayé de lui dire. Il y avait 4 chansons à ce moment-là sur les 45 tours, et il y avait son entourage qui lui avait conseillé de faire la promotion sur une chanson qui s'appelait Les Majorettes, qui n'était pas une bonne chanson. Et il avait du mal à... Et lui, il aimait beaucoup Avec la tête, avec le cœur, qui était en phase 4 quand même, qu'il avait mis en dernier. Et il a refait les télés Avec la tête, avec le cœur, et c'est devenu un tube. À ce moment-là, il a voulu me revoir, et on a refait 2, 3 chansons encore avec lui. Et là, bon, petit à petit, on s'est revus quand même plus souvent, jusqu'au jour où Michel Poulain, qui était son directeur artistique, qui était un ancien de celui des copains aussi, a voulu partir, et il m'a dit, tu devrais aller voir Claude, parce que bon... Donc j'ai été le voir, et tout ça, puis on s'est mis d'accord, et j'ai commencé à travailler avec lui. Et au début, c'était un peu difficile, parce qu'il y avait Paul Lederman avec lui, qui était omniprésent, et qui n'était pas tout à fait d'accord pour que je sois là. Pendant 1 an, je ne lui ai pas fait de chanson. Je ne lui ai même pas montré, rien du tout. C'est lui qui, un jour, il m'a dit, je comprends pas. Avant, tu me montrais les chansons, et maintenant, depuis que tu es avec moi, tu m'en montres pas une seule. Parce que je voulais pas qu'on dise que j'étais là pour ça. Et finalement, je montrais une qu'on a faite, qui était pour remplir un album, quoi, qui n'a pas marché. Et la première qui a vraiment été intéressante, c'est Viens à la maison. Et là, puis après, bon, après ça, on est devenus très copains, parce qu'il mettait beaucoup de temps à faire confiance à quelqu'un. Et quand Paul est parti, à ce moment-là, il s'est rapproché de moi, parce qu'il avait quand même besoin toujours d'avoir un genre d'alter ego. Et puis on est devenus très amis au bout d'un moment, et après ça, on a fait d'autres chansons. Ce qui nous rapprochait l'un et l'autre, d'abord, on était nés à un jour de différence, pas la même année, mais moi je suis du 31 janvier et lui du 1er février. Et donc on était Verseau tous les deux. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que dans la carrière de compositeur, les 2 personnes qui ont compté le plus, pour moi, c'est 2 Verseaux. Il y a eu Claude et puis il y a eu Sardou ensuite. Et ensuite, l'humour. Comme je crois avoir un peu d'humour, et que lui, il adorait rire, mais vraiment. On avait un artiste qu'on adorait, c'était Louis de Funès. Et le cinéma aussi, on aimait beaucoup le cinéma. On avait les mêmes artistes aussi américains qu'on adorait, style la King Cole, des choses comme ça. Et tout ce qui était aussi la maison de disques qui s'appelait Tamla, dans lesquels il y avait les Temptations, les Jackson 5, tous ces gens-là, j'adorais ça aussi. Et puis petit à petit, on est devenu très famille, quoi. Tous les mercredis, ma femme et moi, on allait dîner chez lui au Var-Exelmans. Il y avait un repas de fait tous les mercredis. Isabelle venait avec les enfants aussi. Enfin, c'était très famille. En ce qui concerne les enregistrements, c'était toujours une angoisse permanente, parce que Claude n'assistait pas à tout, toujours. Puis des fois, il avait des caprices, parce qu'il disait finalement ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon, et alors il venait plus pendant 2 jours. Il fallait qu'on avance quand même. Non. Mais en tout cas, ce qu'on faisait en général, on allait enregistrer les rythmiques en Angleterre, parce qu'ils trouvaient que le son, les rythmiques, les musiciens étaient plus. Sauf que quand on revenait, ils trouvaient que c'était moins, et on refaisait souvent ce qu'on avait fait à Londres, on refaisait ici à Paris. Enfin, c'était pas systématique, mais souvent. On faisait ensuite, ici, on faisait les cordes, les cuivres. Et ensuite, on faisait la voix normalement.
et puis les chœurs s'il y avait lieu. Et par exemple, pour Alexandrie Magnolia, on a fait tout ce que je vous dis là, et on a fait les chœurs en Angleterre à 3 heures du matin. Parce qu'à l'époque, Claude louait un petit avion, tant qu'on pouvait partir, revenir quand on voulait. Donc on a travaillé ce jour-là depuis le matin 9 heures, on a travaillé jusqu'au soir 9 heures, on a pris le petit avion avec les bandes, on était au studio, il était déjà minuit, donc ça coûtait plus cher aussi, même les chœurs là-bas. On leur a fait écouter les 2 titres, et c'est eux qui ont improvisé à la limite, on leur doit Barracuda, ils l'ont improvisé ça. Mais enfin, on a enregistré ça jusqu'à 3 heures du matin. Et là, on a rempli le avion pour Paris, et à 10 heures, moi j'étais au studio pour commencer à mixer. Donc c'était très hard. Et puis, d'autres fois, quand on a enregistré par exemple Chanson populaire, on avait tout fait, et j'étais au studio, Claude n'était pas encore arrivé, et de temps en temps, il me demandait de l'appeler pour qu'on c'était fini, pour qu'il écoute déjà au téléphone déjà l'ambiance. Et à la fin de Chanson populaire, je lui fais écouter, et il se trouve qu'il y avait un musicien, qui était un très bon musicien, qui était marrant, mais qui aimait déconner. Et quand il a su que j'avais Claude au téléphone, sur le playback de Chanson populaire, il a chanté Le lundi au soleil, en imitant Claude et tout ça, tout ce qu'il adorait. Et donc au téléphone, il me dit, bon ben c'est très bien, on a refait un ersatz de lundi au soleil, tout ça, ben, finalement on travaille pour rien, on fait de la merde et tout ça, bon ben écoute, fini si tu veux, moi je viens pas. Putain, alors j'avais des musiciens là, j'avais tout. Donc à la fin de la première séance le matin, je suis parti chez lui, je lui ai dit, ben, faut que tu viennes, tu peux pas laisser les gens là, ils vont, je veux dire, surtout le studio, ils vont penser que tu t'en fous complètement. Alors, on a commencé à se laisser avoir, et puis finalement, bien, on va bouffer d'abord, hein, et puis tous les deux, on a commencé à se faire des œufs, des machins, et tout ça, tous les deux. Et alors, pendant tout le temps, moi, je ramais pour lui dire, il faut que tu viennes, faut que tu... Et à la fin, il est venu quand même. Mais enfin, à chaque fois, c'était une bagarre. Et puis, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça sorte, le titre est sorti en radio, il a été classé dans les 5 premiers à RTL, alors bon, on était contents. La semaine d'après, il avait disparu. Ah, putain. Alors là, je te l'avais dit, machin et tout. Et puis après, il est revenu numéro 1. Mais je passais des semaines comme ça. Et puis après, c'est devenu un tube et c'était très bien. Bon, c'était une chanson que Nicolas Corsi nous avait amenée. Moi, j'avais fait un petit bout dans la chanson parce que c'est lui qui me le demandait. Mais je l'avais surtout insisté pour qu'il la fasse, quoi. Et puis, il y a des fois, il y avait une crise qui était trop pour moi, quoi. Même pas sur moi, sur un autre. C'était une ambiance il arrivait à pourrir une ambiance totalement, alors que l'ambiance au départ était bonne, mais il arrivait à la pourrir quand même. Et puis je suis parti 2 ou 3 fois, et puis à chaque fois je suis revenu, parce qu'il me manquait, et puis lui aussi je lui manquais. Et parce qu'un jour, il m'avait dit, on était tous les deux en voiture, c'est la dernière fois que je suis revenu, il m'a dit, c'est vrai que quand tu n'es pas là, j'ai plus de mal. Puis d'un seul coup, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire. Il s'était mis un petit peu en faiblesse. Mais toi, sans moi, tu n'y arrives pas du tout. Il avait voulu tout de suite rattraper l'affaire. Mais donc, on était quand même très en symbiose quand même. On avait besoin l'un de l'autre. Et puis surtout, on a réussi des belles choses ensemble, quoi. Pour travailler ensemble, c'était très sérieux et n'importe quoi à la fois. Parce qu'on a fait des chansons partout. Et on a commencé des bouts de chansons, on les terminait plus tard. Par exemple, sur Viens à la maison, c'est moi j'avais trouvé le couplet. Mais il n'y avait pas de texte, j'avais trouvé la musique du couplet. Et lui, dans son coin, il avait trouvé un refrain avec sa guitare. Il avait trouvé un refrain, et puis on a collé les deux. Et ça fait une chanson très, très bien. Après ça, il a fallu trouver un texte, on a cherché un peu partout. Et puis c'est Riva et Thomas qui nous ont apporté le meilleur texte. Mais autrement, par exemple, pour Magnolia, qui est une chanson où il y a plusieurs morceaux de musique, si vous voulez. On a fait des bouts de musique. Moi, d'abord, j'avais commencé toute l'histoire. Alors là, il était en tournée et il était dans un genre Sofitel à côté de Bordeaux, quelque chose comme ça. Il m'appelle chez moi et il me dit j'en ai marre, je suis un peu fatigué, puis j'ai pas le moral et tout. Est-ce que tu as commencé quelque chose? Parce qu'on avait décidé de faire un album disco. C'était Claude Carrère qui avait poussé à la roue, il avait eu bien raison. Je lui ai fait écouter au téléphone le début de la chanson. Et pendant que je lui jouais, il me dit mais écoute, prends ton petit magnéto, parce qu'on avait chacun le même magnéto pour pouvoir lire les trucs qu'on se faisait.
Il me dit, moi, ça me donne une idée pour la suite. Et il me chante la fin de Magnolia. Ta, 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 ta. Il me chante ça. Il me dit, mets ça de côté, hein, on verra après. Et après, on a continué, moi, je lui montrais un petit bout de truc, lui, il me rechantait autre chose. On est arrivé un jour en maquette, et on a mis tout ça ensemble, mais en intervertissant chaque thème, pour voir ce qui coulait le mieux. Mais ça a mis du temps, hein. Et après, on a tout mis dans le bon sens. J'étais le rejoindre, il était sur la côte, il était en gala sur la côte. J'ai rejoint Martinez. Il avait loué une petite chambre de bonne avec un piano dedans, mais on n'avait pas été du tout dedans. Il n'y a que le dernier jour, au moment où il devait partir, il me dit non, il faudrait peut-être qu'on fasse ça. Alors on est parti, et il a pris sa mini cassette, et on l'a mis dans le bon sens pour avoir un truc à montrer pour faire les paroles. Moi, entre-temps, j'avais connu Étienne Rodagil, j'adorais les textes d'Étienne Rodagil, mais j'avais jamais trouvé l'opportunité pour pouvoir faire quelque chose avec lui. Il se trouvait que là, on avait une opportunité parce que je commençais une comédie musicale avec lui. Et Claude, surtout à l'époque, il y avait le début du disco par les chanteurs français, mais il chantait en anglais. Et comme lui, il commençait à faire une petite carrière en Angleterre, il voulait chanter ce morceau-là en anglais. Et moi, je voulais pas. Je voulais sûrement pas, parce que d'abord, je trouvais qu'il avait un accent assez mauvais en anglais, et puis que je trouvais que c'était banalisé, la chanson, parce que Patrick Juvet chantait en anglais, Sheila chantait en anglais, Karen Cheryl chantait en anglais. Je dis, on va arriver après tout ça. Et puis c'est pas original, quoi, de chanter en anglais à ce moment-là. Par contre, ce qui était original, c'est de faire un texte d'Étienne Rodagil. Parce que vraiment, vous n'êtes pas fait pour vous rencontrer. Et donc j'ai fait une rencontre avec Étienne. Étienne, il est venu un peu, il a fallu un petit peu le pousser. Parce qu'au début, il ne voulait pas, parce que Julien Clerc et tout ça, et puis c'est les journalistes avec qui il était copain, c'était toujours, il jouait dans le côté intello. Et finalement, il a été séduit par Claude, parce que c'est ce qui se passait toujours. Même les gens qui n'étaient pas pro Claude François, ils passaient une heure avec lui, ils n'en revenaient pas. Parce qu'ils imaginaient toujours qu'il était toujours habillé en costume de scène, et que les secrétaires, c'était Claudette, quoi. C'était un peu ça dans leur esprit. Et finalement, on a eu les textes le jour de l'enregistrement. Et encore, il a fallu aller les chercher chez lui et tout ça. Enfin, et puis là, c'est pas fini, parce que quand on a commencé à enregistrer Magnolia ou Alexandrie, mais surtout Magnolia, Claude m'a dit, c'est vrai que ça tombe bien, que c'est des beaux mots, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et c'est la première fois que je vais enregistrer une chanson, je ne comprends pas ce que je veux dire. Et finalement, il a enregistré, et puis ce titre-là, c'est le premier qu'on a mis en radio. Et j'ai eu un coup de fil de Claude Brunet, qui était le responsable de la programmation sur Europe, qui était dithyrambique sur la chanson, sur la façon de chanter de Claude et tout ça. Parce que j'étais une angoisse quand même, j'avais pris une responsabilité, parce que ça n'avait pas marché, j'en aurais pris plein la tête. Et donc ça nous a donné confiance et pour le reste. Et puis donc ça a été très très bien accueilli partout et ça a commencé à très bien marcher. Moi j'ai été voir Claude plusieurs fois sur scène et je le regardais de loin parce que d'un seul coup c'était plus l'homme ou l'artiste avec qui je travaillais tout le temps. D'un seul coup c'était un autre bonhomme. Donc il avait des exigences, il avait des rapports avec ses musiciens, avec les danseuses, tout ça qui était beaucoup plus hard. Dans sa loge, ça allait un petit peu au début, mais après, il se donnait tellement, puis surtout, il avait un truc, comme il avait tellement peur, parce qu'il a toujours été dans l'angoisse, que les gens n'applaudissent pas, et il trouvait à la limite démodé que les gens applaudissent, ce qui fait qu'il enchaînait les chansons sur chansons. Les gens n'avaient pas le temps d'applaudir. Et surtout, il doublait ou triplait tous les tempos. Ce qui fait que des chansons comme Magnolia, comme je sais pas, des chansons Viens à la maison, c'était pas Viens à la maison, c'était Viens à la maison, là, 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 là. Et donc il était épuisé à la fin du tour, parce qu'il dansait en même temps. Et donc il mettait beaucoup de temps à décompresser après. Et donc ça dépendait comment il était, comment il s'était décompressé. Et des fois, il devenait fou furieux, il a cassé des loges comme ça. Il voulait voir personne. Puis d'autres fois, alors, la fois qu'il m'avait, dont je me souviens le plus, parce que ça avait été un événement, c'était à la Forêt Nationale à Bruxelles. Donc on avait tous été là-bas. Et normalement, il arrêtait la scène pendant un certain temps.
pour se consacrer à la télé. Donc, tu es sur scène et d'un seul coup, personne n'avait prévu le coup. À la fin du tour, bon, il y avait tout le palais de Forêt Nationale en délire. Parce qu'à Bruxelles, c'était une idole. Hein. Il faisait plus de recettes que les Rolling Stones à l'époque. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est jeté dans la foule. Alors la foule de Forêt Nationale, c'est pas la foule du Bataclan. Hein. Et d'un seul coup, lui qui avait horreur qu'on le touche, les étrangers, alors évidemment, d'un seul coup, on l'a vu partir. Ils l'ont attrapé comme ça et ils l'ont commencé à l'emmener vers le fond de la salle. Et donc on y a été à plusieurs. Moi, j'ai pas hésité. J'ai pas été dans la salle et on a été le chercher parce que je dis, ils vont le lyncher, ils vont l'étouffer d'amour, quoi. Et donc on l'a ramené finalement dans sa loge. Et donc il est resté dans sa loge un peu à décompresser. Puis d'un seul coup, moi j'étais dans le couloir et son habilleuse vient me voir et me dit, Claude voudrait vous voir. Je dis, ça va très mal aller, parce que je le laissais, moi, avant, se retrouver surtout au restaurant, autre chose comme ça. Et là, je le vois dans une grande loge, assis par terre, avec un bout de robe de chambre, en slip. Il était effondré, comme ça, et il était en larmes. Et il me dit, ah, Boubou, alors là, d'un seul coup, j'étais le plus grand des boubous sur terre, et tu te rends compte qu'il a fallu que je fasse pour faire le succès. Je dis, mais c'est pas vrai. Personne ne te demandait de te jeter dans la salle. Mais en même temps, ça leur a fait plaisir. Oui, mais tu te rends compte. On entendait en plus, parce qu'il y a quand même, entre-temps, il y avait la Croix-Rouge de Belge qui était là, qui ramassait les petites sur les brancards et tout. Parce qu'il y en avait une qui était devant moi avant que j'aille voir Claude, qui était en hystérie complète. Il était obligé de lui foutre une paire de claques pour qu'elle revienne à elle. Elle était tétanisée en hurlant. Il avait foutu le Forêt Nationale en délire. Et je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Il y en a pas beaucoup qui font ça. Donc je l'ai remonté comme ça, et puis au bout d'un moment, ça a duré quand même une demi-heure. Mais il était effondré. D'un seul coup, il voyait tout en noir. Il n'en pouvait plus, il avait pris un coup, quoi. Mais c'était étonnant de le voir, parce que je disais, c'était une star. Il y avait, je ne sais plus combien, 12 000 personnes qui étaient en ébullition, et lui tout seul dans son coin qui était en train de pleurer, quoi. C'était comme dans un film. Et puis bon, après, c'était bien terminé. On était parti 8 jours avant de sa mort, on était parti à Londres pour enregistrer les chansons qu'il devait chanter à l'Aisin. Parce que à l'Aisin, les chansons étaient des chanteurs, c'était un show qui devait être fait pour l'Angleterre. Donc il devait chanter 2-3 chansons en anglais et puis peut-être une ou deux en français. Donc on a été partis là-bas tous les deux pour enregistrer uniquement les voix, parce que les playbacks étaient faits. Sauf qu'on est tombé sur un assistant ingénieur du son qui était incapable d'enregistrer. Donc au bout d'un moment, il m'a dit, bon ben écoute, on va retourner à Paris, parce qu'on a pris les bandes playback et on a été enregistré chez Bernard Estardi, le Championnet. Et Claude voulait que je vienne à l'Aisin. Mais moi je voulais pas, parce que je savais très bien, il était dans la neige, moi j'avais rien à mettre pour mettre dans la neige, j'avais pas de trucs, machin. Et puis comme je suis un peu bien portant, comme vous l'avez remarqué, j'avais rien à mettre pour aller, vraiment, j'avais pas d'anorak, j'avais rien. Alors je disais non, je peux pas. Machin. Alors il m'en voulait un peu. Ce qui fait qu'en sortant du studio, il a pris sa voiture, puis moi j'ai été prendre la mienne, et on s'est fait au revoir comme ça, et puis je l'ai jamais revu. Je l'ai eu au téléphone à l'Aisin, parce que je lui demandais, parce qu'il devait faire l'émission de Drucker, et que on lui demandait, enfin les gens qui avaient enregistré l'album anglais, les gens de chez EMI, voulaient qu'il fasse un titre en anglais dans cette émission. Et je lui disais, fais Alexandrie, fais pas un truc en anglais. On ne peut pas mélanger les deux. Et puis c'est plus important pour nous que tu fasses la chanson de ton album. Donc il me dit, mais il n'a jamais été question que je fasse le truc en anglais. Il me font chier. Et finalement, il devait faire qu'Alexandrie, effectivement. Je savais qu'il était rentré le samedi de l'Aisin, et je l'appelais. Et ça répondait jamais. Alors, j'ai appelé 3, 4, 5 fois, mais ça répondait jamais. Alors je me suis dit, bon, il n'est pas content que je ne sois pas venu à l'Aisin, il ne répond pas. Donc c'était pas étonnant chez lui, de temps en temps, quand il n'était pas content, il faisait ça. Je vais avec ma femme, on va faire des courses dans le village à côté, c'était samedi, on recevait des gens. Et puis je pars avec la voiture, et puis ma femme reste derrière pour prendre des affaires pour mettre dans la voiture.
Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Et puis, elle met du temps à venir. Alors, finalement, je redescends de voiture. Et je vais pour lui dire, alors, qu'est-ce que tu fous? Et je la vois au téléphone en larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Et moi, je suis à milieu de penser ça. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, Claude est mort. Je dis, Claude est mort? Je dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et je prends le téléphone, c'était Bernard Estardi, qui lui, l'avait entendu à la radio. Et bon, et alors je prends la voiture et je dis, bon, je vais y aller. Et pendant tout le temps, alors j'écoutais la radio et on annonçait sa mort. Et pendant tout le temps, j'ai été jusqu'à l'appartement, je me disais, il n'est pas mort. Il a dû être blessé gravement, et il préfère dire qu'il est mort, ça prend une dimension plus importante. Donc je dis, il n'est pas mort, mais il a dû avoir un truc grave, mais il n'est pas mort. Puis quand je suis arrivé, évidemment, j'ai pu constater que c'était la réalité. Et là, on a vécu 3-4 jours de folie, parce que beaucoup de gens sont venus, et j'étais obligé, moi, de faire le tri, parce que d'abord, j'ai refusé tous les photographes. Parce que Claude était quelqu'un qui était victime de son apparence. Quand il avait un bouton de fièvre, il ne se montrait pas. Et là, il était beau d'ailleurs, mais il était dans sa faiblesse extrême. Donc je ne voulais pas du tout que la première page de match, ça soit le Claude sur son lit de mort. Donc j'ai empêché tous les photographes de venir, et c'était des copains à moi, beaucoup. Hein. Mais, et même quand ils venaient se recueillir devant, je les suivais pour voir s'ils avaient faim. Donc j'étais gêné, mais en même temps, je voulais le faire. Même quand on était autour de lui, sur son lit de mort, on se racontait avec Isabelle, avec tout ça, on se racontait des souvenirs. Et il y a des fois, on riait. Parce que c'était des bons souvenirs, parce que c'était comme s'il avait été avec nous. Et c'était assez bizarre comme ambiance. Et après ça, il a fallu que je me batte aussi pour l'enterrement. Parce que le curé ne voulait pas l'enterrer religieusement. Je disais, mais il est baptisé, et pourquoi? Parce qu'il a eu une vie dissolue. Il a eu des enfants sans être marié. Je dis, mais quand on va savoir que vous faites ça dans la presse, ça va peut-être pas. Alors, avec Isabelle, on a discuté, finalement, on est arrivé à avoir une bénédiction. Donc, et pendant ce temps-là, en plus, j'étais tout le temps au bureau pour organiser. Je me disais, si Claude est mort et qu'il était toujours vivant, qu'est-ce qu'il ferait? Il sortirait tous ses disques tout de suite pour que la société puisse ramasser de l'argent pour l'héritage des enfants, pour tout ça. Donc j'ai commencé à faire des compiles, des coffrets, tout ça. Et donc ça a été quand même 3-4 jours de folie totale. Mais en même temps, bon, il est parti avec ses amis, quoi. J'ai rencontré Claude François le 14 mai 1977. Je venais de gagner l'Eurovision le 7 mai, donc c'était vraiment une semaine, quoi. Et évidemment, je faisais toute la tournée promotionnelle de toutes les émissions de télé, comme la chanson gagnante de l'Eurovision. Et ma première rencontre est dans un midi-première avec Daniel Gilbert, qui pour moi est resté inoubliable. C'est la première star que je rencontre, c'est Claude François. Et puis, enfin, j'ai vraiment vu ce que voulait dire le mot star, parce que c'était vraiment une émeute. Partout où il allait, à chaque fois qu'il se déplaçait, c'était vraiment une émeute.